Lionel, il y a une chaise là-bas. Tu veux bien venir là-bas et donner alors le point de vue du gourou, mais pas que, hein, celui qui a expérimenté pendant un certain temps, comme dirait le canon. Ah oui, tombe pas en arrière quand même. Hein. Non, ça va. La question des exosquelettes. Comment toi, alors finalement, on a construit tous nos UX forums ensemble, mais comment toi, tu as vu un petit peu l'évolution et donc comment tu réagis à ce que tu entends. Et puis, on va ouvrir avec vous, si vous voulez bien, avec nos grands témoins acteurs et nos grands témoins concepteurs, un débat justement sur qu'est-ce qui peut favoriser ou accélérer l'intégration de ce type d'équipement. Alors, pour moi, j'ai vraiment adoré les différentes présentations parce que on voit que c'est structuré. Déjà, la démarche, ça tient la route. Et ça, c'est vrai que depuis le temps qu'on travaille avec l'AFNOR, l'INRS, avec les distributeurs, les fabricants et nous, utilisateurs, ben on dit, nous, on veut bien acheter des exosquelettes, mais sous certaines conditions. Il faut que ça réponde à un besoin. Et là, dans tous les exemples qui ont été présentés, le besoin a été identifié, l'activité a été analysée. On sait qu'on peut prendre cet exosquelette parce que c'est celui qui convient et donc ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est que la technologie exosquelette, c'est exponentiel le développement. Alors, c'est pas que ça freine un petit peu d'un point de vue industriel, mais sur les premières années, il n'y avait pas grand-chose. Et en l'espace de 3-4 ans, il y a je sais pas combien de produits fabricants qui sont arrivés sur le marché avec des nouvelles solutions. La maturité, la technologie n'est pas encore tout à fait mature, mais on a des vrais exosquelettes, des vraies solutions qui tiennent compte de l'humain et qui permettent justement de faire de la prévention et de faire du maintien dans l'emploi, enfin pour la compensation du handicap. Et tout le travail qui a été fait en parallèle, notamment les travaux qu'on avait initiés à l'AFNOR en 2015 et qui poursuivent avec les discussions sur les plateformes. Il y en a plusieurs qui en font partie, la plateforme française. Moi, je m'occupais de la plateforme européenne. Et en fait, on se rend compte que on parle globalement tous le même langage, simplement avec le filtre de l'utilisateur pour moi, le filtre du concepteur pour des gens comme Kevin ou chez Japé, et puis les filtres des distributeurs, et puis les filtres des chercheurs, puisque il y a beaucoup de travaux qui se font dans le domaine des exosquelettes. Je suis aussi enseignant dans une université et les 2/3 de mes cours, si c'est pas les 3/4, c'est sur les exosquelettes. Et maintenant, je commence à voir des étudiants qui sont sortis de l'UFRSTAT, qui commencent à intégrer le monde du travail dans les exosquelettes. Et bon, là, j'ai encore discuté avec ce matin avec Anaïs, voilà, un étudiant qui postule chez Japé et il a ressorti en gros tout ce que je lui dis en cours. Et donc Anaïs, elle dit, il a bien retenu les leçons. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est en train de tout se mettre en place, chaque chose à sa place, et que ce soit fabricant, distributeur, utilisateurs comme nous, la médecine du travail, tous les acteurs, chacun a une place. Voilà, donc ça, c'est bien. Une réaction de votre côté, vous aviez envie de parler, Jean-François? Non, allez-y, sautez sur le micro. Alors moi, comme je vais être chiante, comme d'habitude, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Juste pour l'embêter, mais c'est vrai qu'on voit les choses qui progressent en structuration et en rôle. En revanche, moi, ce qui m'a intéressé, je suis extérieur, à vous regarder tous de l'extérieur, c'est que justement, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a des intégrations de compétences et des intégrations de rôles qui font que, on sait finalement, les choses sont un peu mélangées.